Bonjour à tous, bienvenue dans Silver Bullets, le podcast consacré aux productions de Joel Silver. Bonjour Bruno. Salut Yann. Premier épisode, 48 heures de Walter Hill. Bienvenue dans le premier podcast consacré à Joel Silver et le premier épisode de Silver Bullets. Kaboom. Kaboom, effectivement, puisque Joel Silver est un producteur qui aime les explosions, qui aime les poursuites à pied, les poursuites en voiture, les poursuites en bateau, les gros flingues, ça tombe bien, nous aussi. Et on a décidé de commencer par 48 heures. Pourquoi commencer par 48 heures ? Eh bien parce que c'est le premier film de Joel Silver en tant que producteur, puisque jusqu'ici, Joel Silver était assistant producteur, notamment sur des titres comme Les Guerriers de la Nuit ou Xanadu, magnifique bide du début des années 80, qui était produit par le mentor de Joel Silver. Ce mentor, c'est Lawrence Gordon, aka Larry Gordon pour les intimes, l'homme qui a inventé la formule du Whammo Chart, une séquence d'action toutes les 11 minutes dans un film. Béni soit-il. Une leçon bien retenue et récitée par Joel Silver, comme on le verra tout au long de ses émissions. Il y a un troisième larron sur 48 heures qui est important, c'est le réalisateur, c'est Walter Hill. Est-ce que tu peux nous dire deux mots sur Walter Hill ? Walter Hill, c'est un réalisateur qui est entre deux décades, années 70 et années 80. Lui aussi, c'est un fils spirituel, mais le fils spirituel de Sam Peckinpah. Il a scénarisé Guet-apens. Et puis là, un de ses premiers jobs, c'était d'être non crédité, mais en tout cas, il était dans la seconde équipe de Peter Yates sur Bullitt. Et dans le milieu des années 70, Walter Hill va donc réaliser son premier film, Le Bagarreur, avec Charles Bronson. Walter Hill, c'est pas seulement un scénariste et un réalisateur, c'est aussi un producteur, puisqu'il vient de sortir d'un gros carton, parce que c'est lui qui a produit le premier Alien de Ridley Scott. Du coup, Walter Hill, c'est quelqu'un qui a aussi en fait le nez creux sur les projets, en fait, qui sait driver un projet de A jusqu'à Z. 48 heures, le projet en question, c'est un projet qui traîne de longue date en fait dans les cartons de Lawrence Gordon. Au départ, c'était même un véhicule pour Clint Eastwood. À l'origine, le premier script est écrit par Roger Spottiswoode, qui était un des monteurs de Peckinpah, et c'est un ami de Walter Hill. Et Spottiswoode confie à Hill qu'il voudrait passer à la réalisation, et Walter Hill lui propose plutôt de scénariser une idée du producteur Larry Gordon sur la base d'une histoire de kidnapping et de course-poursuite entre flics et voyous. D'ailleurs, on retrouve un peu des traces du kidnapping au sein du film de 48 heures, puisqu'il y a tout un passage où le méchant du film, donc Gantz, kidnappe en fait la copine d'un de ses anciens collègues, et il y a toute une partie où ils sont à la recherche de cette fille qui est prise en otage. Du coup, le script de Roger Spottiswoode est déposé sur le bureau de Larry Gordon, qui est pas totalement convaincu. Et c'est Steven de Souza qui va être également une figure de proue un peu plus tard dans les productions. Steven de Souza qu'on va retrouver plusieurs fois dans l'émission. Voilà. Qui lui aussi retravaille le script. Et la Paramount, qui a acquis les droits du script et de Spottiswoode et de Steven de Souza, trouve que ça manque d'humour. Et du coup, c'est Walter Hill qui appelle Larry Gross, qui est également scénariste, et à eux deux, les hommes en fait vont refaçonner le script en choisissant de mettre en opposition au rôle de flic un rôle de taular qui serait joué potentiellement par un acteur comique. Ouais, en fait ils amènent le concept de buddy movie tel qu'on va le retrouver tout au long des années 80. On peut rappeler l'intrigue de 48 heures qui est hyper simple comme toutes les intrigues de Joel Silver, ce qui est assez pratique. On a un flic qui s'appelle Jack Ketz qui est à la recherche d'un truand qui s'appelle Gantz en plein San Francisco. Pour le coincer, il a qu'une seule issue, c'est demander l'aide d'un arnaqueur qui s'appelle Reggie Hammond, qui est en prison. Il a le droit de le faire sortir uniquement pour 48 heures. Et ils vont devoir en fait écumer les rues de San Francisco pour retrouver Gantz. Sauf que Gantz est aussi à la recherche d'un butin, qui est le butin de Reggie Hammond. Donc il y a une histoire de traque, il y a une histoire de course au trésor, et il y a une histoire en fait aussi d'entente entre les deux, le flic et le truand, les deux personnages principaux que tout oppose. On a un flic blanc qui agit comme s'il était John Wayne, et un arnaqueur black qui est jeune et qui a une grande gueule et qui est joué par Eddie Murphy. Ce qui est le sujet matriciel en fait du buddy movie. En fait, c'est les opposés. C'est ce rapport effectivement d'opposition entre deux personnages, parce que des rôles de duo noir-blanc, ça a souvent existé avant 48 heures. Ouais. D'ailleurs, le premier script écrit par Walter Hill, c'est un film qui s'appelle Ike et Bugs, qui est réalisé par Robert Cupp. Et d'ailleurs, dans ce film, Robert Cupp est également interprète aux côtés de Bill Cosby. Est-ce qu'on peut dire que ce qui distingue 48 heures et les buddy movies qui vont en suivre de, par exemple, des films comme Dans la chaleur de la nuit
ou Super Cops de Gordon Parks, c'est que l'intrigue, en fait le sujet principal du film, c'est pas son intrigue, c'est pas le kidnapping, c'est pas la recherche du truand, mais c'est vraiment les relations entre les deux protagonistes et le fait qu'ils s'acclimatent l'un à l'autre et qu'ils font équipe et qu'ils apprennent l'un de l'autre. D'un côté, t'as un acteur qui était supposé être justement de la nouvelle vague qui allait exploser, qui était Nick Nolte, et un tout jeune en fait acteur noir américain, Eddie Murphy, qui a une vingtaine d'années, et qui a tout juste 20 ans, et qui est à l'origine pas prédisposé en fait justement pour attraper le rôle, parce que le premier choix de la production c'est Richard Pryor, qui devient une immense vedette en fait au début des années 80. Oui, Richard Pryor c'est un peu le mentor d'Eddie Murphy, en tout cas c'est l'idole d'Eddie Murphy quand il débute. Eddie Murphy déjà en soi c'est un choix étonnant parce que il a fait aucun film avant. Son seul titre de gloire en fait c'est d'être dans le Saturday Night Live, donc l'émission comique qui passe des sketchs tous les samedis soirs où il y a un invité qui vient faire sa promo et un invité musical, et il y a une troupe de comédiens qui est là toutes les semaines en fait pour répéter des sketchs. Lui il fait partie de cette troupe de comédiens. Il arrive après l'heure de gloire du Saturday Night Live, il fait pas partie de la première vague, donc avec John Belushi, Chevy Chase, Bill Murray de la fin des années 70. Lui il arrive vraiment en 80 dans ce qui est en fait la deuxième vague de comics, celle qui a pas percé. Et à l'époque, Eddie Murphy est vraiment casté en fond en fait c'est le blague de service. De la même manière qu'il y avait Gareth Morris dans la première équipe, qui était le plus vieux de la bande et qui faisait en fait les rôles attribués aux blacks. Eddie Murphy au départ il est sélectionné pour ça en fait, pour avoir un black dans l'équipe, mais rapidement en fait il est tellement brillant et le reste de l'équipe est tellement en dessous que il prend une certaine prestance et il devient une vedette. Il rejoint l'équipe en tant que partie prenante de l'équipe et il modifie tellement en fait le déroulé du Saturday Night Live que le public regarde l'émission pour lui. C'est lui qui devient la star du show. Et c'est quelque chose qui est inédit dans l'histoire de l'émission, qui est assez jeune. Saturday Night Live, ça démarre en 76. Beaucoup de critiques disaient que l'émission n'allait pas passer le cap en fait de cette deuxième équipe de comiques. Et c'est lui qui va sauver l'émission du Saturday Night Live et qui fait qu'aujourd'hui le Saturday Night Live en est à 40 ans d'existence et que tous les 50 t'as une vague de comiques qui émergent et qui deviennent des stars du petit écran. Et ça c'est grâce à Eddie Murphy. C'est à tel point que quand 48 heures sort en décembre 82, c'est Nick Nolte qui est censé faire la promo dans le Saturday Night Live, sauf qu'il arrive à New York et il est malade et il peut pas faire l'émission. Du coup c'est Eddie Murphy qui le remplace en tant qu'invité principal, et c'est la première fois qu'un membre du cast, et c'est la première et unique fois qu'un membre du cast est également l'invité de l'émission. À partir de là, Eddie Murphy, à partir de 48 heures et son succès à Saturday Night Live, ensuite va y avoir le succès d'un fauteuil pour deux, et ça devient en fait la star des années 80. Je pense que c'est la star qui a eu le plus de succès à son actif dans les années 80, plus que même Schwarzenegger ou Tom Cruise à la même époque. Et si Richard Pryor n'est pas choisi, c'est parce que Walter Hill tombe sur une émission du SNL et qu'il voit Eddie Murphy et qu'il dit ce mec, ça va devenir une big star. Il faut le prendre. Il avait le nez creux. Sur 48 heures en lui-même, sur le film, à contrario, je trouve, des autres films de Walter Hill, 48 heures, en fait, n'empruntent pas autant au western que Le Bagarreur ou surtout The Driver, pour citer un polar. Ça reste un polar urbain qui est marqué justement par la ville. Il joue beaucoup sur les néons, sur exactement. la fumée qui sort des bouches d'égout. Et ça joue avec les codes futurs en fait des années 80. Le solitaire qui est un peu comme ça, mais le solitaire de Michael Mann, il est quand même toujours en marge avec. Qui est produit en plus par le grand rival de Joel Silver, qui est produit par Jerry Bruckheimer. Et du coup, en fait, le solitaire, lui, il est quand même un petit peu pollué encore par le polar des années 70. Et lui, il en fait, il y a une force du montage et une puissance en fait de rythme dans 48 heures qui est phénoménale. Il y a 90 minutes, il n'y a pas une minute de gras, il n'y a pas une minute de répétition, l'intrigue elle avance constamment. D'où encore la formule qui sera répétée par Joel Silver. Et le fait effectivement d'avoir ces scènes d'action toutes les 10 minutes qui rythment le film, ça va être la grosse question des scénaristes et des réalisateurs qui vont bosser sur les prods de Joel Silver, c'est d'arriver à garder ce rythme et à arriver à trouver en fait comment insérer de l'action dans les intrigues de départ. Et dans 48 heures, c'est exemplaire. Mais tu disais que 48 heures était moins un western qu'un polar.
mais il y a quand même des touches en fait de clin d'œil au western. Oui, ce que je dis, c'est par injection parfois. T'as des rappels en fait au côté western. Le fait que le premier bar dans lequel vont Jack Cates et Reggie Hammond, ça soit un bar redneck avec les drapeaux sudistes, et une fois que Reggie a fait tout son numéro pour calmer les rednecks du bar et choper des informations, il se pose un chapeau de cow-boy sur la tête, il se met un cure-dent dans la bouche et il explique qu'il y a un nouveau shérif en ville. Mais ça, est-ce que c'est pas relié aussi à un changement qui a eu lieu à l'époque en Amérique au début des années 80, qui est l'arrivée à la présidence d'un cow-boy de série B, qui est Ronald Reagan, qui a été gouverneur de la Californie, qui a remporté l'élection présidentielle avec beaucoup de succès, qui a promis America is back, et qui joue beaucoup sur l'idée justement de revenir aux valeurs de l'Amérique, aux sources de l'Amérique, et notamment au mythe du cow-boy. Walter Hill, pour moi justement, il reste assez en retrait vis-à-vis des changements qui vont être opérés dans son pays. Mais est-ce que tu crois pas que c'est justement ce qui fait le succès du film à cet instant T, c'est que l'obsession de Walter Hill pour le passé, notamment le cinéma du passé et le cinéma, comme tu parlais de Peckinpah, c'est-à-dire le néo-western, le néo-polar, rencontre à ce moment-là le public une partie du public a quand même plébiscité un candidat à la présidence qui jouait sur le fait qu'il avait été un cow-boy de série B. Ouais, mais ces personnages restent en fait des personnages très marginaux. J'ai pas l'impression de les voir évoluer justement dans cette Amérique réganienne. Et c'est ce qui est aussi marquant en fait dans les films de Hill, c'est qu'il reste à peu de choses près, parce que on reparlera dans une prochaine émission de Brewster Millers, mais il reste à peu de choses près mutique sur la façon dont son pays va évoluer. Bon, pour moi, c'est un pro-républicain. Pour moi, ça rejoint une constante justement sur les productions Silver, notamment dans les années 80, c'est justement en fait de faire des films qui sont dépolitisés. Et c'est là où en fait on s'extirpe du polar des années 70, et c'est aussi via la mise en scène de Walter Hill. Voilà, quand il filme les rues nocturnes avec des néons, de la fumée, on est dans un décor qui devient complètement irréel, quasiment un décor de BD. Les personnages ils deviennent hyper schématiques. Le règlement de compte à la fin entre Jack Cates, le héros, et Gantz, le vilain, qui a pris en otage Reggie Hammond. Il se fait via des silhouettes. On voit plus qu'une silhouette en fait de Jack Cates qui s'extirpe de la fumée. C'est une magnifique séquence en plus, quoi. Ouais. Et cette idée en fait que voilà qu'on est dans un univers de BD, c'est aussi ce qui fait fonctionner 48 heures, et ce qui fait que le duo de départ qui joue quand même. On va peut-être parler après du sous-texte des remous sociaux et des remous raciaux aux États-Unis. Dans l'opposition des deux personnages, fait que ça prend une couleur qui est plus sympathique. Les personnages sont sympas. Le discours est pas surligné, parce que tu parlais de la scène dans le bar des rednecks. Moi, ça m'a rappelé la scène de French Connection où Gene Hackman rentre dans le bar où il y a que des noirs, et en fait il vient pour retrouver un indique, et c'est marrant parce que dans 48 heures la tendance elle est inversée, c'est le noir qui est en position de force dans un bar de redneck. Et en plus il y a une phrase qui est juste géniale en fait, qui est prononcée par Eddie Murphy, c'est quand il dit je suis votre pire cauchemar, je suis un flic avec un badge. Je suis un flic noir avec un badge. Est-ce que tu sais de qui s'inspire Eddie Murphy pour son rôle? Quand il est dans les scènes d'action, il expliquait, Eddie Murphy, que il essaie d'imiter Bruce Lee. C'était son modèle pour jouer la tension et jouer l'énervement. Donc c'est son imitation de Bruce Lee. Je reviens sur cette idée en fait de Eddie Murphy en tant qu'acteur de l'ère Reagan. C'est que ce soit dans ses stand-up ou que ce soit dans 48 heures, Eddie Murphy, de la même manière, en fait, il accompagne 48 heures de la même manière sur le fait qu'il ne politise pas tellement ses spectacles, qu'il ne politise pas tellement ses sketchs, excepté une parodie à un moment donné d'une émission pour enfants, Mr. Rogers, que Eddie Murphy parodie en Mr. Robinson, qui est un mec qui vit dans le ghetto, et où il fait un spectacle de marionnettes avec une marionnette de Ronald Reagan qui se fait casser la gueule par des manifestants blacks. Il n'y a pas vraiment en fait dans ces sketchs du Saturday Night Live, on va dire, de discours politique très affirmé. Il parle de son quotidien, même dans son spectacle Delirious qui date de 83, juste après 48 heures. Il parle beaucoup de sa jeunesse, il parle beaucoup de son enfance. Il a grandi à Brooklyn, il n'a pas grandi dans une famille très aisée. Voilà, il n'a pas non plus un côté revendicateur. Mais du coup, est-ce que c'est pas justement suffisant finalement de raconter sa jeunesse un peu tendue à Brooklyn? Ça permet justement de situer en fait comment ça se passe, la condition en fait des Noirs américains à ce moment-là. Je pense qu'il y a aussi le fait que voilà, il a 20 ans, il a une vingtaine
quinzaine d'années. Donc lui, il a passé les années 70. Il a vu en fait la chute du mouvement Black Power, du mouvement des Black Panthers. Tu sens qu'il y a une espèce quand même de rejet de se faire, d'être coincé dans un groupe. C'est vraiment l'idée en fait qu'il est avant tout un individu. Et l'individualisme, ça va être une des grandes valeurs, en bien comme en mal, de la période Reagan. Et tu sens ça aussi dans 48 heures, comme tu disais tout à l'heure, le fait qu'à la fin de la séquence dans le bar de Redneck, c'est lui qui endosse l'uniforme du flic. Et là, il revient aussi au western, c'est-à-dire l'idée que même un desperado peut devenir le shérif du village à la fin. La façon dont il traite aussi le personnage de Nick Nolte, la façon dont lui, Nick Nolte, joue le rôle du flic, il le joue vraiment plus comme un shérif. T'as vraiment l'impression que San Francisco, c'est son territoire. C'est-à-dire, il balance son insigne sur le capot de sa voiture avec son flingue, il jette ses clubs partout. Pour lui, voilà, la ville, c'est un terrain de chasse. Le gros défi de Nick Nolte pendant tout 48 heures, c'est quand même de remplir des papiers pour faire sortir Reggie de tôle. C'est son plus gros défi, c'est pas d'abattre les méchants, c'est la paperasse. Et dans 48 heures, tenter de recoller les morceaux avec Annette O'Toole, qui est sa femme sa petite amie dans le film, quoi. Annette O'Toole dont le seul rôle est d'attendre au téléphone. Ouais, mais tu sais qu'en fait, à l'origine, dans le script de Larry Gross, quand Larry Gross et Walter Hill ont réécrit le scénario de Spottiswoode et de Sousa, Linda, le rôle de Annette O'Toole était plus important, et c'est Hill en fait qui a réduit, on connaît l'attachement de Hill au personnage féminin, et il a réduit assez conséquemment, tu vois, je pense qu'on en reparlera dans l'émission des rues de feu, mais c'est vrai que Walter Hill et les personnages féminins, c'est pas sauf dans Alien, ce qui est bizarre, c'est qu'il nous a offert la plus grande héroïne de science-fiction de ces 40 dernières années, et qu'il n'aura pas mis en scène en fait, quoi. Et voilà, Est-ce qu'on peut parler aussi de la réal de Hill dans le décalage entre les scènes de jour et les scènes de nuit dans 48 heures? Donc comme son titre l'indique, on est sur 2 jours de nuit, et il y a une vraie différence entre les scènes qui sont tournées de jour, où on voit justement des SDF sur le trottoir, où l'atmosphère est plus terne, plus poisseuse, que la nuit. On a l'impression que la ville se réveille. Et notamment dans les scènes de boîte de nuit, la deuxième scène, donc la scène du bar de Redneck, mais il y a surtout la deuxième scène qui est exactement l'inverse, qui est un bar qui est uniquement rempli de blacks. Avec le groupe des Buzz Boys. Et avec le groupe des Buzz Boys, qui était le groupe de Eddie Murphy dans le Saturday Night Live. Du coup, on a vraiment cette impression que la ville se réveille la nuit. Par exemple, quand tu as la scène où ils se réveillent au petit matin dans leur voiture, t'as vraiment l'impression d'être comme eux, quoi. J'avais parlé de cette scène-là parce qu'elle est assez symptomatique, à mon avis, de ce sentiment, en fait, d'urgence, de continuité, en fait, d'unité, presque de temps. T'as pas d'ellipse. Et ce moment où ils se réveillent dans la voiture le matin, t'as l'impression d'être comme eux, en Carrément. fait. Poisseux, c'est tout juste si tu sens pas, en fait, les cigarettes et l'alcool que t'as bu, que t'as engouffré la veille. Ça rajoute effectivement à l'idée que le spectateur doit coller au basque, en fait, de ces deux personnages. Finalement, les personnages des vilains, les personnages de Gantz et de Billy l'Indien, qui est joué par Sonny Landham, qu'on va retrouver dans Predator, finalement, ces deux personnages, ils sont vraiment réduits à leur plus simple expression. Ils sont vraiment caractérisés comme des psychopathes. L'hôtel avec les prostituées où se réfugient James Remar et Billy l'Indien au début du film, est-ce que toi, ça t'a pas fait penser à 2 films et 2 séquences, l'une, la fin du guet-apens de Peckinpah, et puis une autre 10 ans plus tard, enfin 15 ans plus tard, c'est dans L.A. Confidential, avec le fait que James Remar regarde à la télé qui est le cartoon qui rythme, la musique du cartoon qui rythme l'arrivée des flics, qui se fait quasi en silence. Il y a juste cette musique de cartoon qu'on va retrouver dans L.A. Confidential quand ils vont sauver en fait la fille qui est kidnappée au milieu du film. Tu as comme ça en fait une espèce de filiation entre le guet-apens, 48 heures et L.A. Confidential, qui sont effectivement des néopolars, une manière de concilier le western, certaines figures du western avec le film noir. Ce qui distingue cette alliance du néopolar et du western qu'on retrouve dans les autres films de Hill et la production Silver, c'est l'ajout de l'humour. Toi, tu disais que l'humour avait été ajouté
petit à petit en fait via l'implication de Walter Hill et via le choix d'Eddie Murphy pour tenir le rôle de Reggie Hammond. C'est une vraie surprise en fait de la part de Hill de choisir un type du SNL. D'ailleurs je me demande comment Hill a pu regarder le SNL parce qu'il faut avouer que ses films sont pas forcément très rigolos quoi, Walter Hill quoi. Ouais, c'est pas donc, c'est peut-être celui où il y a le plus. Lui s'en défend, hein. Lui il dit qu'en fait même quand on regarde quand on me connaît bien, je suis très drôle. Quand on regarde les Guerriers de la Nuit, c'est très drôle les Guerriers de la Nuit, oui bien sûr. Mais d'ailleurs le 48 heures, si on compare avec d'autres buddy movies qui vont suivre, qui vont être calqués sur 48 heures, ça ménage quand même ces plages d'humour. C'est non, pas. On a du mal, oui, c'est ça, parce qu'on a du mal en fait à dire que c'est un film. Il y a quoi? Il y a la première apparition de Reggie quand il chante Roxanne. Voilà, qui pose mais ça pose le perso. Voilà. Donc c'est nécessaire quoi. Voilà, c'est à chaque fois l'humour est nécessaire en fait à faire véhiculer une idée de caractérisation de personnage ou une idée d'intrigue. C'était pas l'affiche qui disait c'est la gâchette la plus rapide de l'Amérique rencontre la plus grande gueule de l'Amérique. Je sais plus ce que me souviens moi, c'est que l'affiche qui a après plus tard un peu été censurée, que c'était la première affiche, était Eddie Murphy qui faisait un gros doigt d'honneur en fait. Il y avait au poster, c'était Nick Nolte qui tenait un flingue et Eddie Murphy qui tendait son majeur. Elle est super cette affiche. Elle est super. C'était en plus la VHS française en plus également. C'est-à-dire qu'en France on s'est dit on peut laisser le noir avec le doigt d'honneur. Est-ce qu'on peut parler de la fin? Tu me disais que les films de Walter Hill, s'ils finissent pas de manière forcément dramatique, ils finissent quand même en fait de manière un peu crépusculaire. 48 heures, c'est un de ceux qui finit vraiment par un happy end. Oui, effectivement, c'est pas du tout dans les mêmes tonalités que les autres films de Walter Hill. Si on prend par exemple... Chez Hill, ça finit jamais mal, mais en tout cas, t'as jamais cette touche en fait de réconciliation en fait qui est autant marquée que dans 48 heures. Si on prend par exemple les Guerriers de la Nuit, ils reviennent dans leur quartier. C'est chaud, puis bon. Mais bon, voilà, c'est pas. Enfin, ils ont vécu une nuit de. Ils ont vécu une nuit de merde. Une nuit de folie. Voilà. Et ils retournent dans un quartier qui est pas génial. T'as dit que l'histoire se termine tellement bien dans 48 heures que ça va amener un deuxième en fait, 48 heures de plus. 48 heures de Donc, plus. ça, est-ce que c'est la marque des films de Joel Silver? C'est-à-dire que il faut que malgré toutes les scènes qu'on va avoir en fait dans le film, qui peuvent être des scènes violentes, qui peuvent avoir des personnages désagréables, qui peuvent avoir de la subversion, qui peuvent avoir des pics, qui peuvent bousculer les spectateurs et les habitudes des spectateurs, le dernier quart d'heure arrange tout. Peut-être un petit mot sur la musique aussi, parce que autant 48 heures aura marqué un tournant dans le cinéma d'action, que autant la musique d'Horner aura bouleversé tout ce qui aura été composé jusque-là dans les actionneurs. Avant ça, Horner, en fait, il fait des musiques très orchestrales pour de la série B d'ailleurs, pour chez Corman, et avec 48 heures, en fait, il crée une musique hyper hybride. C'est un mélange de steel band, de jazz, de funk, et crée en fait la musique du cinéma d'action par excellence. C'est une tuerie. Franchement, c'est le plus beau score de cinéma d'action qu'on ait pu faire. Et après, d'ailleurs... Est-ce qu'on garde ce passage-là pour l'émission qu'on fera sur Commando? Ouais, exactement. Étant donné que c'est exactement la même. C'est quasiment la même. La musique d'Horner aura tellement marqué le cinéma d'action avec 48 heures qu'elle sera après, ce sera une marque de fabrique, notamment dans pas mal de films de la canon. Le mec a inventé en tout cas quelque chose dans le cinéma d'action. Ce qui est hyper bien d'ailleurs, parce qu'on parle de comédie, Horner, il s'est refusé justement à mettre en fait des touches un peu de musique un peu comique. Et ça en fait un score d'une patate folle, c'est incroyable. Est-ce que tu veux parler un peu de la suite 48 heures de plus, alors qui n'est pas produite par Joel Silver, qui n'est pas produite par Silver, qui est réalisée 10 ans plus tard. Moi j'aime beaucoup, je suis d'accord qu'en fait ça reste une ressucée en réalité de ce qu'il avait déjà fait. C'est quasiment la même chose. C'est la copie conforme. Le frère en fait de James Remar qui vient se venger de Reggie Hammond et de Jack Ketz. T'as une histoire de Wood Unit aussi qui est pas terrible. Où on apprend en fait que les flics ceux qui paraissent sympas dans le premier en fait sont des pourris. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Après ça reste anecdotique parce que c'est du pur jeu. Après la formule en fait de 48 heures du premier film, elle sera non seulement reprise par d'autres réalisateurs pour le buddy movie, mais par Hill lui-même dans Double Détente. C'est exactement le même film quoi. Parce que c'est un film matriciel dans le genre. Après Après, Hill, ce qui est marrant, c'est que Hill, contrairement à des réalisateurs comme Michael Mann, c'est bizarrement des réalisateurs qui ne sont pas forcément relevés. Parce que justement, comme on disait en début d'émission, c'est un mec qui est en marge, en fait. Il est à cheval entre deux décennies, entre les 70 et les 80. C'est entre deux styles de films. Je pense qu'il voulait être vraiment cet héritier du cinéma des années 70. Je pense qu'il voulait faire la continuité du cinéma des années 70, que tu ressens un peu dans Extrême Préjudice ou dans The Driver avant 48 heures, mais que finalement, en fait, il s'est révélé comme étant celui qui a fait un des films les plus marqués années 80, qui est 48 heures, et un des plus efficaces en fait. Je pense qu'on en reparlera aussi, et c'est ce qui est symptomatique, je pense, en fait, dans les productions cinéaires des années 80.
et début des années 90, c'est que tu as un pool comme ça de réalisateurs qui ont bossé avec Silver, qui ont eu énormément de mal en fait à passer un certain cap, tu vois. Peut-être parce qu'ils n'étaient pas après chez Silver sur les autres films. Et puis peut-être parce que le public est plus le même. Quand ils arrivent au début des années 80, avec 48 heures, je pense qu'ils peuvent satisfaire à la fois le public fan des films de Clint Eastwood des années 70, des films comme L'épreuve de force, comme Les Inspecteurs Harry, et puis un public qui est plus jeune et qui lui regarde la télé, qui est fan d'Eddie Murphy dans le Saturday Night Live. T'as un côté comic book, t'as un côté irréaliste qui plaît déjà à un public qui est plus jeune. C'est marrant que tu parles de comic book parce que l'un des comic books, en tout cas l'un des éditeurs préférés de Walter Hill, c'est EC Comics. Et on en reparlera. On en reparlera puisque pour une émission spéciale Les Contes de la Crypte. La semaine prochaine, on ne quitte pas notre cher Walter. Ah merde. Mais oui, mais tu pourras encore parler la semaine prochaine de Walter Hill puisque on va enchaîner sur Les Rues de Feu. Waouh. Donc Les Rues de Feu, deuxième production de Joel Silver. Tiens, le plus comic book movie de tous les films de Walter Hill. Oui, puisqu'on parlera non seulement des Rues de Feu, mais on parlera aussi de Frank Miller et de Sin City. Pourquoi, comment, vous le saurez dans le prochain épisode de Silver Bullets. Salut. À plus. Ciao.